Je vais faire rapidement un rappel de ce qu'on a vu mercredi. Donc globalement, nous sommes à partir de ce moment-là dans ce chapitre sur les différences d'État à l'époque moderne entre la France et l'Angleterre, où le modèle français est concentré en la personne du roi seul, qui gouverne seul, notamment avec Louis XIV, mais aussi avec ses prédécesseurs, et un modèle anglais qu'on va voir donc dans le prochain chapitre, qui est gouverné donc par une monarchie, donc par un roi, mais aussi par un parlement qui va aussi le substituer et qui va aussi avoir une importance fondamentale, mais je m'attarde pas trop dessus puisqu'on va le revoir dans quelques semaines. Je rappelle rapidement qu'on avait vu l'affirmation de l'État dans le royaume de France avec l'introduction où je vous donnais l'ensemble des rois et des dates qu'on allait voir. Les principaux rois qu'on va avoir et à retenir, je les répète, ce sont François Ier, Henri II, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec d'une part un renforcement du pouvoir de l'État monarchique à partir de 1515 jusqu'en 1715, mais entre-temps des périodes de crise, donc une crise de l'État, deux crises de l'État qu'on verra notamment dans notre Grand 2. On s'était intéressé pour commencer dans le Grand 1 et le Grand A sur le renforcement du pouvoir royal sur François Ier, où François Ier, à partir de son règne, va avoir un pouvoir assez dominant sur les grands monarques, enfin les grands nobles du royaume, qui sont à cette époque-là en banqueroute plus ou moins, hein, alors que la royauté s'enrichit, et aussi va avoir un pouvoir important au niveau du clergé, puisque avec le Concordat de Bologne de 1516, pardon, François Ier va donc pouvoir nommer directement les évêques et les abbés de son royaume. Alors, il est constitué comme étant un prince de la Renaissance, avec ses différents attributs, la couronne, le sceptre fleur de lysée, la main de justice, et bien sûr le manteau du sacre. Évidemment, il détient son pouvoir du Dieu, c'est un pouvoir de droit divin, puisqu'il est sacré à la cathédrale de Reims par l'archevêque de Reims, où il reçoit une onction, il est oint donc par la Sainte Ampoule, et il a aussi des pouvoirs qu'on disait divins, hein, donc je vous avais parlé donc des touchés des écrouelles, pardon, euh, qui considéraient que l'ensemble des rois de France et d'Angleterre étaient des rois thaumaturges. En même temps que cela, le faste de François Ier et d'Henri II se traduit aussi par la cour, une cour qui est nombreuse, on l'avait vu. On avait notamment dans cette cour à peu près entre 8000 et 12 000 personnes, des artisans, des artistes, des grands nobles, la famille du roi, qui le suivaient en fait, puisque la cour n'était pas fixe à cette époque-là, elle ne restait pas dans le château, elle était mobile et donc voyageait en même temps que le roi dans son royaume. On le voit par exemple ici avec ce document 1, page 156, je le rappelle, où François Ier avait rencontré Charles Quint avec sa nombreuse cour au château de Fontainebleau, donc dans la périphérie de Paris. Dernière chose qu'on avait vue mercredi, on a une politique de prestige, il faut se montrer, on est à la Renaissance, et François Ier va, dans un premier temps, construire un château juste pour où il va séjourner pour faire de grandes parties de chasse, pour rappel. Il va inviter dans son château de grands artistes, notamment Léonard de Vinci, et va devenir, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, un prince mécène, comme Laurent de Médicis à Florence. Il va donc être le mécène de grands artistes comme Léonard de Vinci, et en même temps, il va intégrer de nouveaux territoires dans son domaine royal, notamment euh, les duchés d'Auvergne, de Bourbon et les différents comtés qu'on retrouve à l'est, notamment dans le Beaujolais, et surtout le duché de Bretagne, où maintenant, eh bien, là, le royaume de France va être essentiellement constitué et dominé par le pouvoir royal, si ce n'est le duché d'Alençon, de Vendôme, quelques vicomtés dans l'actuel Limousin et donc dans le Périgord, et dans l'Aquitaine, avec le vicomte du Béarn, de Bigorre, le comte de Foix et d'Armagnac, et le duc d'Albret, qui ne sont que des vassaux
du roi de France, et qui ne sont pas encore des soumis finalement à l'autorité royale directement. Bien, on s'était arrêté normalement au grand B sur l'instauration d'une monarchie administrative moderne, et vous deviez faire pour aujourd'hui l'activité numéro 1 sur l'administration royale au XVIe siècle, avec notamment l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Je vous avais parlé rapidement, pour commencer, que à cette époque-là, le roi de France gouvernait, certes, était le seul à décider des activités et de la politique intérieure et extérieure du royaume, mais il était conseillé donc par ce qu'on appelle un conseil du roi, on les retrouve ici, composé de 6 pairs, donc 6 personnes, qui comprenaient des princes de sang, mais aussi de grands conseillers, de grands nobles, de grands officiers de la couronne, notamment le grand maître ou l'amiral de France, mais surtout aussi le chancelier, celui qui s'occupait des finances à cette époque. Alors, si on reprend ces documents, pages 160-161, on va essayer de répondre aux questions que vous deviez faire pour aujourd'hui. Alors, si on s'intéresse au premier document, donc le gouvernement et l'administration sous François Ier. Alors, ce document était assez complexe à comprendre, mais dans les grandes lignes, normalement, vous n'avez pas trop de difficultés. Alors, pour commencer, on vous demandait de qui le roi tient-il son pouvoir. Alors, si on regarde en haut, donc, de ce document, de cet organigramme, le roi, on vous le dit, il est héréditaire et de droit divin. Si on traduit cela, ça veut dire que le roi détient son pouvoir par son sang, puisqu'il est donc l'héritier du trône de France, c'est-à-dire que ses ancêtres étaient des rois de France, ou étaient de la famille royale, plutôt, euh, puisqu'il est le descendant du précédent. Alors pour François Ier, on est d'accord, c'est le descendant non pas du roi de France directement, de la ligne directe, mais il est le cousin du roi précédent qui était Charles VIII, si je ne me trompe pas. Oui. Et on vous dit ensuite qu'il est de droit divin, donc il détient son pouvoir, pardon, de Dieu. Donc c'est le représentant de Dieu sur terre. Ainsi, il détient un pouvoir assez important à cette époque. De quel type de loi fait-il? Alors là, qu'est-ce qu'il fallait répondre? Il fallait donc s'intéresser ici, à cette partie-là. Que fait le roi au niveau législatif et au niveau donc des lois? Le roi va éditer des actes royaux. Ces actes royaux sont de deux formes différentes, à savoir les édits ou les ordonnances. Dans les deux cas, de toute façon, ce sont des lois promulguées par le roi et qui font acte, comment on pourrait dire, elles sont donc officielles. Ensuite, donc, question numéro 2, on vous demandait quels sont les rôles des parlements. Alors les parlements, on s'intéresse ici à l'administration provinciale pour ce parlement. Alors les parlements, ils sont déjà au nombre de 8. On retrouve 8 parlements, 7 qui se retrouvent, si je reviens un peu en arrière, dans les provinces, donc notamment dans les grands-duchés. Donc on en retrouvait un en Bretagne par exemple, un en Auvergne, ici dans le comtat venessin, un en Bourgogne, un aussi dans le nord de la France. Donc on en retrouvait à peu près 7 généralement. Et on retrouvait aussi ce Parlement de Paris. Alors tous les parlements à cette époque-là, on vous le dit, enregistrent les actes royaux. Donc ces actes royaux donnés par le roi arrivent en province et sont édités donc par les parlements. Ils font acte de cour de supérieure de justice. Donc c'est eux qui sont les garants de la justice à l'échelle provinciale, à l'échelle de la région, à l'échelle locale, mais aussi au niveau du Parlement de Paris. Ils vont avoir un droit de remontrance. Qu'est-ce que c'est que ce droit de remontrance? C'est le droit de présenter des observations au sujet des actes enregistrés par le roi. Si par exemple le Parlement de Paris n'est pas d'accord sur tel ou tel édit ou ordonnance, ils ont le droit ainsi de faire remonter au roi les problèmes liés à cet édit ou à cette ordonnance, et le roi décide ensuite, oui ou non, s'il change son édit ou cette ordonnance. S'il décide de ne pas le changer, et on va le voir ensuite dans la suite de notre chapitre, eh bien il pourra faire ce qu'on appelle un lit de justice, donc
à faire appel finalement au Parlement de Paris et imposer directement son acte royal au Parlement sans concertation. Ça montre bien en fait le pouvoir absolu que vont avoir les rois à cette époque moderne, notamment à partir de Louis XIII et surtout à partir de Louis XIV. Bien. Troisième question, et là on va s'intéresser au document qui est juste ici, le document 3, qui vous montre une miniature du collège des notaires et secrétaires du roi auprès de la chancellerie. On vous demandait donc à quelle administration appartient ce personnel. Tout simplement, si on fait un lien entre le document 1 et le document 3, on retrouve ici le collège des notaires et des secrétaires qui font donc partie de ce qu'on appelle la chancellerie royale. Cette chancellerie royale, on la retrouve au niveau financier. Ils sont donc de grands officiers de la couronne. Ils servent donc le chancelier, et ce chancelier, c'est celui qui détient, ce que je vous avais dit au cours précédent, le sceau royal, hein, il est garde des sceaux, donc c'est lui qui va imposer la marque d'autorité et la marque du fait que c'est un acte ou un édit royal fait par le roi. Question numéro 4. Document 1 et document 5. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Hein. Quels sont les deux types d'impôts et expliquer comment ils sont répartis et collectés. Alors, pour cela, il fallait donc s'intéresser au document 5 qui vous donnait l'ensemble des impôts royaux au XVIe siècle, mais aussi au document 1, et notamment ce petit encadré où on vous donnait deux types d'impôts qu'on retrouvait à l'époque de la Renaissance et sous François Ier. Deux impôts, notamment l'impôt direct, qui était la taille, et les impôts indirects, qu'on retrouvait ici, la gabelle sur le sel, les aides sur la marchandise, ou les traites sur la circulation des marchandises. Globalement, faites attention à ne pas confondre impôt direct et impôt indirect. C'est quelque chose qu'il faut retenir dans ce chapitre. L'impôt direct, il va peser sur le revenu des personnes, directement, alors que les impôts indirects ne pèsent que sur des opérations courantes, et les deux sont versés à l'État par une autre personne que celle qui en supporte le coût. Globalement, la taille, tout le monde la paye, puisque c'est un impôt sur les foyers. Tout le monde a un foyer, à cette époque, plus ou moins, et donc du coup, toutes les personnes vont devoir payer cet impôt. C'est l'impôt, finalement, sur le logement, sauf le clergé et la noblesse, qui eux ont des privilèges. Même chose, ensuite, sur l'impôt indirect, les aides, la gabelle et les traites sont sur des marchandises, ou sur une marchandise précise qui est donc la gabelle sur le sel, ou sur la circulation de marchandises. Donc là, c'est surtout pour les marchands. Ici, ce sont qu'une petite minorité de personnes qui vont payer ou non cet impôt. L'impôt direct, comme la taille, est collecté ici par les villageois élus, à l'échelle des villages, et si on remonte un peu plus haut, par des élus receveurs, ou des receveurs, à l'échelle des villes. Ils perçoivent et ils reçoivent l'impôt direct et l'impôt indirect. Pour ces élus, les villageois élus ne perçoivent et ne reçoivent que la taille, c'est-à-dire l'impôt direct. Bien. Document 2 sur donc les officiers et les fonctionnaires de l'État royal. Je ne vais pas forcément relire ce document, vous l'avez fait, vous l'avez compris, je l'espère. Je vais répondre rapidement donc à cette question donc qui était donc quel est l'avantage et quel est le danger pour la royauté de la vente et de l'hérédité des offices. Effectivement, à partir de François Ier, ces officiers, c'est-à-dire ces fonctionnaires de l'État royal, vont pouvoir détenir leur office, donc leur grade, par hérédité, en achetant donc cet office. Le premier avantage de la vente et de l'hérédité, c'était pour la royauté de recevoir de l'argent par ces grands fonctionnaires, par le biais de cette vente, et assurer ensuite à moindre frais l'administration, c'est ce qu'on vous donnait ici, assurant à moindre frais l'administration, les corps d'officiers montrent rapidement leurs inconvénients. Et ça, c'est la deuxième partie.
Quel est le désavantage de ces officiers? Eh ben, ces derniers ne peuvent plus être renvoyés par le roi parce qu'en fait, elles ont acheté leurs droits. Donc le roi ne peut plus révoquer leur office et va échapper, et on vous le mettait à la fin, progressivement au contrôle du pouvoir, car ils retardent et déforment l'exécution des ordres royaux et sont sensibles aux pressions locales. Donc d'un côté, c'est très bien parce que ça va renforcer l'administration au niveau royal, mais d'un autre, les officiers, eh bien, ils vont euh, pas se gêner à en demander encore un peu plus et à finalement retarder euh, l'exécution des différents actes royaux par donnés par le roi. Bien. Enfin, question numéro 6, dernier document, qui vous parlait donc de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Donc un extrait de cette ordonnance de Villers-Cotterêts. Vous connaissez au moins donc la ville de Villers-Cotterêts, puisqu'on retrouve cette ville dans l'Aisne, donc au nord de l'Aisne. Villers-Cotterêts est connue pour cette ordonnance, puisqu'elle a été faite donc par François Ier sur, sur différents éléments, notamment au niveau de la justice, de la police et des finances. Question, on vous demandait donc que change l'ordonnance pour l'administration. Alors pour l'administration, eh bien l'ordonnance va assurer la clarté, vous le mettez, la clarté et la compréhension des arrêtés, afin qu'aucune ambiguïté ou incertitude, ni des raisons d'en demander une explication, ne soit décelée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tous les actes royaux vont être écrits noir sur blanc et de façon la plus précise possible afin qu'il n'y ait plus de contestation face à un acte royal. Deuxième élément important qui va changer à l'administration, c'est que, on vous met dans l'article 11, l'ensemble des édits et des arrêts vont être dorénavant écrits en une langue, la langue française, pour que chacun puisse la lire la plus précisément possible. On vous le mettez ici, hein. La dernière phrase, j'ai perdu la phrase. Euh, Tous les actes et exploits de justice qui en dépendent soient prononcés, publiés et notifiés aux parties en langue maternelle, française, et pas autrement. Donc ce que vous dit l'article ici, c'est que la langue française est la langue officielle des édits royaux à partir de 1539. Deuxième question, on vous demandait en quoi permet-elle au roi de mieux connaître sa population? Eh bien ça, il fallait s'intéresser à l'article 51, puisque cette ordonnance permet aussi au roi de mieux connaître sa population selon cet article, puisque à partir de ce moment-là sera tenu registre pour preuve des baptêmes, lesquels contiendront le temps et l'heure de la naissance et dont l'extrait servira à prouver le temps de la majorité ou de la minorité et fera pleine foi à cette fin. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à partir de ce moment-là, les paroisses vont être obligées de ce qu'on appelle donc de recenser l'ensemble des villageois, l'ensemble de la population, dans des registres, indiquant ainsi le temps, donc la date, et l'heure de naissance de chaque individu. À partir de ce moment-là, ça y est, le roi peut connaître combien y a-t-il de personnes vivant dans telle ou telle paroisse, dans tel ou tel village, telle ou telle ville, et dans son royaume. Ça va vraiment aider nombreux historiens à partir de ce moment-là, puisque alors ces registres, on en retrouvait déjà à l'époque du médiéval, au Moyen Âge, mais à partir de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, vu que ça devient officiel, eh bien finalement, on va avoir beaucoup plus d'avantages, on a beaucoup plus de facilité à connaître le nombre exact de population qu'on retrouve dans le Royaume de France à ce moment-là. Bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette activité? Non, c'est bon? C'est assez clair? Ok, super. Donc je vais lire rapidement la trace écrite. Globalement, l'administration royale a été mise en place en France au Moyen Âge, mais au début de l'époque moderne, son fonctionnement général reste globalement le même. Le roi est assisté par des conseillers, par des conseils et des ministres dans ses prises de décision, qui prennent la forme de textes, qu'on appelle édits ou ordonnances. Attention,
Effectivement, il est conseillé, mais c'est lui qui décide seul. Dans tout le pays, les fonctionnaires, qu'on appelle aussi officiers, sont chargés de l'administration, de la justice et de la levée de l'impôt, la taille, la gabelle, ainsi de suite. Le nombre croît au fur et à mesure, ils sont 6 000 sous François Ier et 45 000 sous Louis XIII. Ainsi, les rois améliorent la collecte de l'impôt et donc leur puissance. Plus on s'enrichit, plus le roi devient puissant. Mais pour obtenir les revenus, les rois au XVIe siècle décident de vendre les offices, qui deviennent même héréditaires. Les officiers sont donc moins obéissants, et c'est ainsi que les rois les font inspecter, ça c'est un dernier point qu'on pourrait voir sous Louis XIII, par des commissaires provisoires, payés par lui et les officiers. Et si on voulait reprendre un autre élément de la trace écrite qu'on pourrait reprendre, c'était cette ordonnance de Villers-Cotterêts qui va instaurer différents éléments dans l'administration, notamment le fait d'écrire en français uniquement l'ensemble des actes royaux et des édits prononcés, et dans un deuxième temps, le recensement, paroisse par paroisse, de l'ensemble de la population. Ce qui nous amène à un grand C, avec donc le renforcement de l'autorité de l'État sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, et la mise en place de l'absolutisme, que je mets donc entre guillemets, puisque cet absolutisme va arriver au fur et à mesure dans le royaume de France, mais pas forcément sous Louis XIII. Bref. Donc, petit 1, l'état monarchique selon Louis XIII et Richelieu. Alors je vous avais dit dès le début du cours qu'il fallait être assez précis et que vous compreniez bien la chronologie de ces 16e et 17e siècles au niveau des rois. On passe directement de François Ier et d'Henri II à Louis XIII et Richelieu. Si on reprend rapidement ici ma frise chronologique, on était ici sous François Ier et Henri II dans le grand A et le grand B. Le grand C, on va arriver à Louis XIII. C'est-à-dire qu'on va, pour le moment, évincer la période 1559-1610 avec ses guerres de religion, avec les règnes des fils d'Henri II, donc François II, Henri III et Charles IX, et surtout d'Henri IV, qu'on verra plus tard, donc notamment dans le Grand II. Donc ne faites pas donc l'erreur de se dire que après François Ier et Henri II, on retrouve Louis XIII. Non, c'est juste ce qu'on va faire. On va passer sur Louis XIII, puis ensuite on va revenir sous Henri IV et les guerres de religion un peu plus tard. Donc on n'est pas chronologique à partir de ce moment-là, on est chronothématique. Donc là on est sur, finalement, je remets mon élément, sur simplement le renforcement de l'État. Donc ici, ici et ici. Donc l'État monarchique selon Louis XIII et Richelieu. Alors, Louis XIII et Richelieu, ce sont ces deux personnes, Louis XIII étant le roi. À partir de Louis XIII, on va avoir un renforcement progressif de l'État, lié notamment à un grand homme qu'on pourrait considérer comme le bras droit du roi, donc qui est ici Louis XIII, qui serait donc Armand Jean Duplessis de Richelieu, cardinal de Richelieu, ce cardinal qui va faire foi de, on pourrait dire, de premier ministre sous Louis XIII, et va avoir une importance majeure. Alors si on reprend le document 2, page 168, comment est le royaume de France à cette époque-là, sous Louis XIII, à partir du règne de Louis XIII. Je lis le document 2. Lorsque votre majesté se résolut à me donner en même temps et l'entrée de ses conseillers et une grande part de sa confiance pour la direction de ses affaires, je puis dire avec vérité que les huguenots, donc les protestants, partageaient l'État avec elle, que les grands se conduisaient comme s'ils n'eussent pas été ses sujets, et les plus puissants gouverneurs de province comme s'ils eussent été souverains dans leur charge. Je puis dire encore que les alliances étrangères étaient méprisées,
les intérêts particuliers préférés aux intérêts publics, en un mot, la dignité de votre majesté royale tellement ravalée est si différente de ce qu'elle devait être, qu'il était presque impossible de la reconnaître. Outre toutes les difficultés que je représenterai à votre majesté, je lui promis d'employer toute mon industrie et toute l'autorité qui lui plaisait de me donner pour ruiner le parti huguenot, rabaisser l'orgueil des grands, réduire tous ses sujets à leurs devoirs et relever son nom dans les nations étrangères au point où il devrait être. D'après Richelieu, dans Testament politique, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'édition Honoré Champion de 2012. Bien, globalement, si on reprend ce document, quelles sont les oppositions à l'État qu'on pourrait retrouver au début du règne de Louis XIII? Qui s'oppose au roi? Bon alors globalement, pas de réponse, mais je vais vous le dire. À partir du moment où Louis XIII va arriver au pouvoir, eh bien en fait on va avoir des oppositions assez importantes, notamment de la partie des Huguenots, donc c'est-à-dire les protestants, qui sont donc euh, sortis de la guerre de religion, on va le voir, mais qui ont une place importante dans le royaume de France. On l'avait déjà vu euh, dans le chapitre précédent, donc sur la réforme protestante et religieuse, mais ils ne sont pas les seuls à protester et à être opposés au roi. Les grands, c'est-à-dire la haute noblesse, eux aussi vont être opposés au roi. Ils se conduisent, on vous le dit, comme s'ils n'eussent pas été ses sujets. C'est quand même très important, c'est-à-dire que le pouvoir est vraiment remis en question dès le début du règne de Louis XIII, et ça va poser donc de grands soucis sur l'imposition donc d'une affirmation du pouvoir monarchique à ce moment-là. Donc globalement, que va faire Louis XIII pour essayer d'imposer son pouvoir? Eh bien, il va avoir un bras droit à partir de 1624, qui n'est autre que Richelieu, qui va devenir le chef du Conseil, on le voit ici, et qui va développer à partir de ce moment-là une politique beaucoup plus stricte au niveau, euh, au niveau de ces deux partis, à savoir le parti des Huguenots, donc les protestants d'un côté, et les grands nobles de la haute noblesse de l'autre. C'est ce que vous montrent les documents 1 et 3 de votre manuel, page 168-169. Puisque les actions qui sont menées par l'État à partir de ce moment-là, le document 1 vous le montre, l'entrée de Louis XIII et de Richelieu dans La Rochelle le 1er novembre 1628, que va faire Louis XIII et Richelieu? Eh bien, ils vont assiéger les grandes places fortes des Huguenots, et ils vont donc arriver au fait que les protestants vont soit fuir le royaume de France, soit capituler. C'est le cas par exemple de La Rochelle, qui va être la capitale, hein, le bastion, la grande place forte protestante à ce moment-là en France, et qui va donc être battue donc par le roi directement, et devront donc se soumettre au pouvoir royal. Et même chose si on regarde sur ce document 3, on a ici une gravure qui nous montre l'exécution du marquis de 5 mars et de tout. Ces grands marquis, donc, qui sont donc de la haute noblesse, vont être exécutés directement par le roi pour haute trahison. Alors on vous le met, hein, 5 mars avait été nommé par le roi grand écuyer, donc c'est quand même une place assez importante au niveau de la monarchie, hein, mais humilié par Richelieu, il complotait contre lui, c'est-à-dire que 5 mars va essayer de comploter contre Richelieu, qui était quand même le bras droit hein, de Louis XIII, et il va terminer donc décapité sur place publique, sur la place des terreaux à Lyon, tout comme son ami, Tout, qui lui aussi complotait donc contre Richelieu, et notamment pour assassiner Richelieu. Alors que fait Louis XIII? Eh bien, il va suspendre donc ces deux marquis, et vont donc être condamnés à mort pour outrage au pouvoir royal, ce qui permet donc à instaurer
par Louis XIII, et surtout grâce à Richelieu, une réaffirmation de son pouvoir face aux grands et surtout face aux protestants, donc à la minorité religieuse à cette époque. Donc c'est ce que je vous mets notamment euh, dans ma trace écrite, pardon, que je vais vous lire de suite. Donc durant le règne de Louis XIII, entre 1610 et 1643, le pouvoir est menacé par les grands et le soulèvement des protestants ou huguenots. Afin de renforcer son pouvoir, Louis XIII confie le poste de Premier ministre au cardinal de Richelieu en 1624. Ce renforcement passe par le recours aux armes, qui permet au roi de reconquérir les places fortes concédées aux protestants, notamment à La Rochelle en 1629, et surtout avec la paix d'Alès, l'édit d'Alès, qui permet de retirer toutes les places fortes aux protestants. Et le roi sévit aussi contre certains nobles. Il va imposer l'interdiction des duels, va confisquer certains châteaux euh, des grands nobles qui lui font face, et on pourrait considérer que l'absolutisme, un pouvoir absolu détenu uniquement par le roi, c'est-à-dire que le roi est l'unique détenteur de la souveraineté, ce qui rend illégitimes les contre-pouvoirs, donc les oppositions, suppose le développement du nombre des officiers qui, depuis 1604, peuvent transmettre leurs charges à leurs fils contre le paiement d'une taxe. Une nouvelle noblesse apparaît, on l'appelle la noblesse de robe, je vous le mettais avec la diapo numéro 22. Cette noblesse de robe, elle va être très importante à partir de Louis XIII et on va la retrouver jusqu'au XVIIIe siècle et jusqu'à la Révolution française. Et enfin, dès 1635, Richelieu va engager, et on vous le met ici, la France dans une guerre, qu'on appelle donc la guerre de 30 ans, pour affaiblir les Habsbourg, donc la dynastie, gouvernant en Espagne et dans le Saint-Empire. On reverra cette guerre de 30 ans dans le Grand Troie, mais pour le moment, retenez simplement que sous Louis XIII, on a affirmation du pouvoir avec euh, l'écartement des contre-oppositions, des contre-pouvoirs, et dans un même temps, guerre extérieure contre les Habsbourg et l'Espagne. Dernier élément, dès 1643, après la mort de Louis XIII, on le verra, l'enfance de Louis XIV, eh bien le pays est essentiellement dirigé par un autre cardinal, qu'on verra, le cardinal Mazarin, premier ministre et favori de la mère du roi, et les choses évoluent toutefois à la mort de Mazarin, en 1661, puisqu'on va avoir la mise en place vraiment de l'absolutisme. Je voulais revenir rapidement aussi sur ce document 5, très rapidement, qui nous montre finalement, globalement, généralement, une grande généralité du règne de Louis XIII. Donc la guerre, la population et l'État. La guerre continuelle avec l'Espagne a produit 1000 monstres difformes qu'on appelle financiers, qui ont tout pillé par les impôts de taille, subsistance aisée, sous-aisée, crue, que les sergents ont levé à leur fantaisie, saignant par ce moyen, à blanc, le pauvre peuple qui a eu et a encore plus de charges que tout son revenu ne vaut. L'autre malheur qui a poursuivi le peuple a été le continuel ou du moins le fréquent logement des soldats impitoyables chez les paysans. Il y avait aussi dans chaque province un ou deux commissaires ou intendants ayant autant de pouvoir que le roi même, tant leurs commissions étaient amples, mais c'était seulement pour piller et non soulager les provinces. On a créé tant de nouveaux offices et officiers que le nombre en est inconnu, quoique les mots qui en sont découlés ne soient que trop connus. Ainsi, tient-on que durant ce règne de sang, de fer et de cruauté, on a exigé plus de sommes sur les peuples de France qu'il ne s'en était levé depuis l'érection de la monarchie, donc selon le journal de Pierre Vachery, prêtre du diocèse de Limoges. Globalement, qu'est-ce qu'il nous montre ce document? Il nous montre trois éléments importants qu'on retrouve sous le règne de Louis XIII. Premier élément, la guerre continuelle avec l'Espagne, c'est-à-dire cette fameuse guerre de 30 ans entre 1618 et 1648. Finalement, Louis XIII arrive au pouvoir en 1610. Il meurt, si je me trompe pas, en 1643. Donc, quasiment dans l'ensemble de son règne, il va être en guerre extérieure face
au pouvoir espagnol et à la dynastie des Habsbourg. Deuxième élément, on a l'imposition du peuple qui est grandissant. Imposition, donc on va développer l'imposition parce que la guerre, ça coûte cher. Un système administratif qui est moderne, on l'avait vu, des fonctionnaires, de plus en plus d'officiers et des intendants qui vont avoir un rôle prépondérant dans les provinces. Et dans un dernier temps, finalement, on a peur d'une révolution et d'un soulèvement du peuple face à cette imposition accrue, ce qui va certainement amener, et on le verra dans notre grand 3, à des oppositions de la paysannerie et de la petite bourgeoisie dans les villages et dans les villes. Donc voilà globalement comment va s'affirmer donc le pouvoir monarchique à partir de Louis XIII et de Richelieu. Louis XIII meurt en 1643. Se met en place ensuite, une période de régence et par la suite le règne personnel donc de Louis XIV dès 1661. Donc on refait un petit saut chronologique, on revient donc en 1661, dernière phase du renforcement monarchique de l'État entre le XVIe et le XVIIe siècle. Je vous fais un petit rappel. Avant le règne de Louis XIV, le pouvoir ne peut pas être considéré comme absolu, puisque le pouvoir n'est pas détenu par simplement le roi, il est conseillé, par exemple Louis XIII, il est conseillé par Richelieu, il ne détient pas donc l'ensemble du pouvoir, euh, donc on ne peut pas considérer qu'il soit vraiment absolu. On retrouve donc des contre-pouvoirs. On l'a vu avec Louis XIII, on retrouve notamment aussi sous François Ier, eh bien, le Parlement de Paris. Ce Parlement de Paris, on l'avait vu, il a le droit de faire des remontrances sur les actes royaux. Il peut avoir aussi, et ça c'était votre document 1 de l'activité précédente, consulter en cas de crise les états généraux. Ces états généraux, vous les avez vus en quatrième, c'est les élus des 3 ordres principaux à l'époque moderne, la noblesse, le clergé et le tiers-état, qui sont convoqués en cas de crise du royaume, et ces derniers pouvaient ainsi refuser les impôts par exemple, et pouvaient aussi donc donner euh, des éléments pour changer le mode de fonctionnement du royaume. On l'a vu ensuite, on le verra, il y a aussi un affaiblissement des rois avec la guerre de religion, on le verra plus en détail dans le grand 2, et le pouvoir est aussi partagé. Richelieu, dans un premier temps, sous Louis XIII, qui est donc le premier ministre de Louis XIII à partir de 1624 jusqu'en 1642. Et pendant l'enfance de Louis XIV, on va avoir le cardinal Mazarin qui va diriger, avec l'aide de la reine-mère, euh, le royaume, puisque à ce moment-là, vu que Louis XIV n'est pas en âge de gouverner, il est encore mineur, il ne peut pas gouverner seul. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc là, vous avez deux éléments avec le diaporama 24, avec ici le fameux Parlement de Paris. Ce Parlement de Paris, sous Louis XIII, qui va donc faire un droit de remontrance sur certains édits et actes royaux. Et le roi va donc y aller directement dans le Parlement de Paris pour s'opposer à ces remontrances, parce qu'on appelle un lit de justice. Hein, voilà. Et même chose sous Louis XIII, puisque en octobre 1614, on est dans un système un peu de crise entre les nobles qui essayent de imposer leur pouvoir eux-mêmes, les protestants qui sont une menace pour le pouvoir royal. Alors on va avoir donc les états généraux qui vont se mettre en place à partir de 1614. Ces différents éléments, et notamment ces éléments de contre-pouvoir, vont avoir un impact majeur sur Louis XIV, euh, qui est jeune à cette époque. Hein, quand son père meurt, il n'a que 5 ans, en 1643, et quand il va prendre le pouvoir à la mort de Mazarin en 1661, la période qui va la marquer, donc la fronde, comme on va le voir prochainement, va justifier
le fait que Louis XIV va imposer un pouvoir absolu euh, sur la France. Je vous lis le document. La justification du pouvoir absolu. Toute puissance, toute autorité résidant dans la main du roi, réside dans la main du roi, et il ne peut y en avoir d'autre dans le royaume que celle qui est établie. Tout ce qui se trouve dans l'étendue de nos États, de quelque nature que ce soit, nous appartient au même titre. Celui qui a donné des rois aux hommes, c'est-à-dire Dieu, a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite. Sa volonté est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement. L'assujettissement qui met le souverain dans la nécessité de prendre la loi de ses peuples est la dernière calamité où puisse tomber un homme de notre rang. Il faut demeurer d'accord que quelque mauvais que puisse être un prince, la révolte de ses sujets est toujours infiniment criminelle. Donc d'après Louis XIV, Mémoire et instructions de Louis XIV pour le Dauphin, volume 1 en 1661. Globalement, avec ce document, je vous pose cette question. Pourquoi le pouvoir du roi doit-il être absolu selon Louis XIV? Oui, effectivement, on vous met à la ligne 6, si je ne me trompe pas, 5? Non, 6. Celui qui a donné des rois aux hommes, c'est-à-dire Dieu, a voulu qu'on le respectât comme ses lieutenants. Effectivement, le roi, il a un pouvoir absolu et il a un pouvoir, par exemple, divin, qui vient de Dieu. Je rappelle à cette époque, la religion est centrale dans la monarchie et elle est centrale aussi dans l'époque. Tout le monde croit en quelque chose, qu'on le veuille ou non. Oui, donc on peut pas s'opposer au roi puisqu'en fait il détient son pouvoir de Dieu, de la personne la plus, la personne la plus importante. Et on vous met même dès le début, hein, toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi. Et il ne peut y en avoir d'autre dans le royaume que celle qui est établie. Globalement, même si le roi n'est pas très très bon, on le vous met à la fin, hein, qu'il soit mauvais, eh bien les révoltes ne doivent pas se faire puisque le roi détient son pouvoir de Dieu et détient l'entièreté des pouvoirs. Donc, Louis XIV, qu'est-ce qu'il va faire? C'est vos documents 1 et 3 par la suite. Quel est le changement principal qui va s'opérer sous Louis XIV en 1661 par rapport à l'organisation du pouvoir central, par rapport à ce qu'on avait vu précédemment au XVIe siècle? Je répète ma question, hein. Quels sont les changements dans l'organisation du pouvoir central par rapport au XVIe siècle? Ben, globalement, pardon, si on reprend ma diapo ici au XVIe siècle, simplement cette partie-là, regardez là, c'est le document 1, page 160, vous pouvez la reprendre. Vous avez les conseillers, les grands officiers, qui sont donc en conseil au roi. Qu'est-ce qui se passe sous Louis XIV? Le roi va aussi avoir différents conseils, le conseil d'en haut, qui s'occupe des grandes affaires, le conseil des partis pour la justice, le conseil des finances pour les finances et l'économie, le conseil des dépêches pour les relations avec les provinces, qui vont conseiller le roi, le chancelier, le contrôleur général des finances, les secrétaires d'État, de la guerre, des marines, des affaires étrangères et la maison du roi, qui eux exécutent les ordres. Globalement, à partir de Louis XIV,
Louis XIV gouverne seul. Il est certes conseillé par différents éléments, par différents conseils, on trouve ici, il conseille, mais il gouverne seul. Il décide, et ensuite, ses subordonnés, le chancelier, le contrôleur général des finances et ses secrétaires, exécutent les ordres. Ils n'ont même plus le droit de s'opposer au roi. Le roi est le seul à gouverner et le seul à donner les éléments euh, politiques du royaume. J'ai perdu mon élément? Non, c'est bon. C'est ce que je vous mets donc dans cette trace écrite. À partir du 10 mars 1661, au lendemain de la mort de Mazarin, Louis XIV décide de gouverner seul, sans Premier ministre, et inaugure le début de son règne personnel. De 1661 à 1715, Louis XIV prend seul les décisions qui concernent le pays et retire au Parlement de Paris son droit de remontrance, c'est-à-dire le droit des parlements et de tous les officiers royaux de contester les lois émises par le roi avant leur enregistrement, s'ils estiment qu'ils sont contraires aux intérêts du peuple ou aux lois fondamentales du royaume. Ce droit de remontrance, si je reprends un peu avant, ce droit de remontrance qu'on retrouvait notamment sous Louis XIII, puisqu'il a dû faire un lit de justice devant le Parlement de Paris, il n'existe plus sous Louis XIV. Louis XIV supprime le droit de remontrance du Parlement de Paris. Il adopte aussi un mode de gouvernement très centralisé autour de lui, dont l'organe principal est le Conseil, ce fameux Conseil d'en haut, auquel il convie des hommes choisis. C'est lui qui choisit les hommes, moins pour leur naissance que pour leurs compétences et leur fidélité. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des nobles qui vont venir conseiller le roi. Le roi choisit une personne pour ses compétences. On va le voir notamment avec Colbert, on va voir notamment avec Vauban dans dans la suite de notre chapitre. Ces personnes-là, elles sont de confiance, elles ne sont pas de la noblesse de robe, mais elles ont beaucoup de qualités pour gouverner. La centralisation, je vous le mets à la suite, passe par l'envoi dans les provinces des intendants. Ces intendants investis de missions fiscales, judiciaires et policières, mais aussi chargés de favoriser le développement économique du royaume. Ces intendants de justice sont délégués par le roi et doivent donc donner les décisions royales dans les provinces. Placés à la tête d'une administration peu nombreuse, contrairement à Louis XIII où on avait 6300 officiers, 6300 officiers, sous Louis XIV, on en a à peu près une centaine. Il contrôle donc les communautés d'habitants chargées de lever les impôts directs. Donc on n'a plus, et je remets un petit peu avant, on n'a plus toutes ces personnes, ces élus receveurs, ces villageois qui sont à la gouvernance donc des provinces, qui faisaient quand même énormément de personnes. Là, on retrouve simplement, et ça je reprends ma diapo, un intendant par province qui va s'occuper de relever les impôts directs, donc notamment la taille. Et par la même occasion, et ça je remets mon diaporama, la cour va s'installer à un endroit précis, donc à un lieu central du pouvoir. Il va s'installer à Versailles, la cour n'est plus mouvante comme François Ier, à partir des années 1680, et à partir de ce moment-là, Louis XIV va pouvoir retrouver dans ce lieu un véritable contrôle de la grande noblesse, et c'est ce qu'on va voir notamment dans mon petit 3, et vu qu'il est l'heure, je vais m'arrêter là, Versailles et la cour, instrument de la politique absolutiste de Louis XIV. Alors pour cette partie, et on va donc l'étudier mercredi prochain, je vais m'arrêter ici pour le moment. Vous devez normalement avoir une activité 2, donc Louis XIV, Versailles et la société de cour, qui est donc en rouge dans votre trace écrite. Je vais vous envoyer directement dans le document cours cette activité qui est à rendre. C'est la seule activité qui sera à rendre pour ce chapitre. Donc activité qui est à rendre pour mercredi. Et mercredi, on sera le 4, si je ne me trompe pas. Non, on sera le 6.
Voilà, vous devez normalement l'avoir reçu dans document court. Je vous montre rapidement ce que cela donne. Elle change un peu de ce que vous aviez pu faire précédemment. C'est finalement une restitution de connaissances par rapport à des documents, hein. Donc on trouve des éléments des documents et on les restitue dans plus ou moins un petit texte. Donc je vous lis la consigne, hein. Vous êtes un ami proche d'Henri-Jules de Bourbon-Condé, prince du sang français, prince de Condé et duc de Guise. Ce dernier vous invite à Versailles pour côtoyer la cour du roi Louis XIV dès le mois d'août 1706. Vous décidez alors d'écrire vos mémoires afin de laisser une trace de votre voyage à votre famille, restée en province, restée en tirage notamment. Pour cela, vous utiliserez les documents du manuel, page 176-177, en mettant l'accent sur la vie de la cour à Versailles, les activités du roi, les distractions de la cour et les moyens mis en place par Louis XIV pour attacher la noblesse à Versailles. Ce que je vous demande globalement dans cette activité, c'est de me faire comme un journal de bord de votre visite de Versailles euh, durant les années 1700, donc là en août 1706. C'est pas nécessaire que ça soit très très long, hein. Globalement, vous avez, si je me trompe pas, euh, 5 documents. Vous me faites à peu près 20 à 30 lignes, grand maximum, avec différents paragraphes montrant les différents éléments que je vous demande.